culture. J'ai l'impression, Mathieu Bock-Côté, qu'il y a aussi la question privée-publique qui entretient des rapports un peu bizarres aujourd'hui. On essaie de brouiller la frontière entre le privé et le public, et en même temps, on les distingue en disant de façon fausse que le privé est vrai, spontané, authentique, enraciné, et le public ou le politique, d'après votre vocabulaire à vous, est sale. Il y a beaucoup de confusion là-dedans, il me semble, non? C'est très, très, très juste, je crois. C'est-à-dire, d'un côté, l'authenticité est toujours privée, et de l'autre, le public ne peut avoir qu'une fonction, c'est la mise en valeur du privé. Donc, il n'y a plus de sentiment possible dans l'espace public. D'ailleurs, ça se réduit pas à la question de l'amour en dernière instance. C'est la question même de l'amitié, c'est la question de l'appartenance au groupe. Donc, le sentiment public est désormais vu comme contaminé, et illégitime, insensé. Et la seule vérité de l'existence se trouverait dans l'intimité et le privé. Il y a quelque chose d'un peu malheureux à rabattre ainsi l'individu vers sa propre conscience, finalement, comme si le travail des siècles, comme si le travail de la civilisation ne pouvait pas nous préparer, finalement, à accueillir ces grandes questions qui sont les nôtres. Et j'en reviens à cette idée de nature humaine. S'il y a une forme d'universalité de la nature humaine, c'est justement dans cette universalité des sentiments fondamentaux. La peur devant la mort, l'amour, l'amitié. Comment notre société peut-elle construire ces sentiments? Et se pourrait-il que lorsqu'elle ne les construit pas de manière adéquate, réussie, eh bien, on a une détresse affective. Et voilà pourquoi je terminais un de mes papiers en disant ne soyons pas surpris devant une culture aussi dévastée qu'on assiste aujourd'hui à la régulation pharmaceutique des sentiments. C'est-à-dire, devant cette détresse psychologique qui est généralisée, devant une société qui n'est plus capable de répondre, de prendre en charge ces grandes questions existentielles, eh bien, chacun, finalement, fait le pari d'une régulation par les médicaments de sa propre détresse. Je ne suis pas certain que c'est une société très belle qu'on nous construise. Mais Mathieu Bock-Côté, j'ai peur, en vous entendant, que vous n'idéalisiez le passé, parce que l'amour bourgeois, notamment, vous avez lu Madame Bovary de Flaubert. Écoutez, passez-moi le mot, mais elle s'emmerde royalement. Je dirais, elle regarde, et c'est ça dans le bovarisme, c'est toujours mieux ailleurs, etc. Je suis une femme au foyer, c'est ennuyant possible. L'amour romantique n'est pas Jojo non plus. Pas un seul instant le passé, il faut pas mal me comprendre. Ah, d'accord. C'est-à-dire, il y avait une sécheresse du cœur à une certaine époque. Et comment? Il y avait une rigidité des cadres sociaux qui, finalement, donnait... La fonction remplaçait ce qu'elle devait servir. Voilà. Donc, je n'idéalise pas le passé, mais à la différence des progressistes, je n'idéalise pas le présent non plus. Et je regarde le grand écart de notre époque entre d'un côté, appelons ça l'idéal qui est proposé, et de l'autre côté la réalité qui est la nôtre. Je regarde ce grand écart, je vois à quel point dans ce grand écart se déploie une détresse sans précédent, une détresse qui est de plus en plus visible dans la littérature, soit dit en passant, j'en parle dans quelques papiers. Et qui se nomme très mal, du reste, hein? Pardon? Et qui s'identifie très mal. Mais qui commence à se nommer. Il y a quelques romans, quelques textes intéressants récemment qui parlent notamment de ce qu'on pourrait appeler le sentiment amoureux et l'amour chez les jeunes trentenaires. Oui. Et qui font l'expérience, finalement, de la civilisation qu'on nous a bâtie depuis quelques décennies. Et ils arrivent à 30 ans, 35 ans, et il y a quelque chose qui est très présent dans ce qu'ils disent. Je commence une relation en sachant qu'elle va se terminer. J'ai le cœur usé. J'ai le cœur usé parce que je sais à l'avance qu'il y a une date d'expiration. Eh bien, comment peut-on s'engager dans un projet qui doit porter secrètement une promesse d'éternité si on sait à l'avance que tout est condamné? Si, en s'engageant dans un tel projet, on se dit, dès que les commencements sont terminés, eh bien, ça m'épuise, ça m'ennuie, je veux revivre toujours les commencements, je veux la drogue dure des commencements amoureux, ce qui fait que je consomme les êtres les uns après les autres, ce qui fait en sorte que je me retrouve 40 ans, 45 ans, désespéré, abandonné, et que je verrai dans l'amour non pas à la fin un projet pour transcender l'incomplétude, mais une bouée de sauvetage pour mes vieux jours. Il y a quelque chose d'assez malheureux dans notre époque, dans ce grand écart entre ce qu'elle est et ce qu'elle prétend être. Mathieu Bock-Côté, on va parler latin un petit peu, si vous me permettez, en citant Lucain, qui était un poète du, je pense, 2e, 3e siècle de notre ère. Il disait une chose qui me semble, enfin, qu'on peut discuter, mais « Humanum paucis vivit genus », qui veut dire que le genre humain vit de peu de personnes ou pour peu de personnes, c'est-à-dire que vous pensez pas qu'à toute époque, il y a eu une minorité de gens qui ont compris ce que c'était que l'amour et les autres, faisaient ce qu'ils pouvaient?
Oui, je comprends ce que vous dites, mais j'aurais un petit désaccord. Oui. C'est-à-dire, je crois qu'à moins de tomber dans un relativisme étrange qui consiste à croire que toutes les époques se valent, qu'elles sont toutes égales... Non, mais qu'elles ont des défauts et des qualités particulières à elles-mêmes. Oui, ça, je le crois. C'est-à-dire, chaque époque a ses qualités et ses défauts, mais il se peut que je préfère certaines qualités à d'autres et certains défauts à d'autres. Et je crois que nous sommes entrés dans une époque qui est fermée à la critique, mais que nous devrions pourtant définir le travail de l'intelligence aujourd'hui comme une critique des pathologies de l'émancipation. On nous a proposé un idéal d'émancipation radicale. Le sentiment devait se libérer de toute forme de construction culturelle, le désir devait se libérer de la pudeur, de la retenue et de l'amour durable, le sexe devait se libérer de toute forme de tabou, Eh bien, dans cette société incandescente qui a brûlé ses sentiments en ne sachant plus les cultiver, eh bien, nous sommes dans une société qui, devant la question des sentiments fondamentaux, ne sait plus quoi faire. Et là, la grande fiction libérale intervient et elle dit à chacun de traiter cette question comme il le veut, selon sa conscience dans l'espace privé. Eh bien, je suis désolé, mais si on en a une réponse juridiquement convenable, nous n'avons pas là ici une réponse culturellement satisfaisante. Une civilisation qui refuse de poser ces questions au cœur de l'espace public, de la réflexion publique, une civilisation qui n'est plus capable de cultiver les sentiments fondamentaux, est une civilisation qui s'assèche secrètement. Est-ce que c'est une civilisation encore? À tout le moins, puisque nous héritons d'une très noble civilisation, nous en sommes encore une. Mais si nous ne nous définissions que par notre présent, j'ai plutôt l'impression que nous serions à peine une société, certainement un bazar. Alors... Excusez-moi, je ris, c'est pas drôle, mais c'est un bazar. Merci infiniment pour ces propos très intelligents, Mathieu Bock-Côté. On se donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir. C'était donc Mathieu Bock-Côté qui nous parlait du cœur usé des modernes.